Bonjour, je remercie Unilabs de m'avoir invité pour présenter cet exposé qui associe l'aspect clinique et l'aspect ANAPAT. Je trouvais ça très intéressant, le sujet précédent qui associe la radiologie et l'ANAPAT. Alors moi, je suis tout seul pour vous présenter les deux et je vais essayer d'être le plus didactique. Voilà, l'idée de vous présenter ces lésions cliniques, c'est de vous dire aussi l'intérêt de l'examen extemporané. Parce que quand on a des lésions comme celle-ci, qui sont par exemple au niveau de l'angle interne, typique d'un carcinome basocellulaire cliniquement, parce qu'on observe au centre une ulcération, mais en périphérie des perles qui sont tout à fait typiques du carcinome basocellulaire. Donc l'intérêt de l'examen extemporané, c'est d'enlever in toto la lésion et de ne pas avoir deux temps opératoires, parce que souvent les chirurgiens pratiquent une première intervention ne sachant pas très bien où ils sont, et après une deuxième intervention ou une reconstruction. Donc avec un examen extemporané péropératoire, l'intérêt c'est donc d'enlever in toto la lésion d'un carcinome tout à fait typique. Pourquoi aussi l'examen extemporané est très important? Parce que dans ces lésions palpébrales, les recommandations sont de 2 mm, alors qu'au niveau cutané, dans l'ensemble du corps, c'est 5 mm. Et si vous enlevez 5 mm sur une paupière qui en fait 15 ou 18, vous enlevez toute la paupière. Donc il y a un défect très important au niveau chirurgical et peut-être au niveau visuel. Donc là, vous avez un aspect ici, au niveau de l'angle, un aspect de carcinome basocellulaire, la typique du carcinome basocellulaire avec ses perles. Là, eh bien, écoutez, là, on voit un autre type de carcinome basocellulaire qui occupe le bord libre. Le bord libre, c'est la jonction entre le plan cutané et le plan conjonctival. Et là, la lésion est assez bien circonscrite, comme ici. Elle est ulcérée, on retrouve des cils de part et d'autre, mais là, on n'en retrouve pas. Quid de l'extension du carcinome à distance de cette lésion ulcérée? L'indication va être donc d'une résection pentagonale. La résection pentagonale ou transfixiante, c'est le chirurgien enlève la totalité de l'épaisseur de la paupière, qui enlève le plan cutané, le bord libre et la conjonctive, sur environ 2 mm. Imaginons que 5 mm, vous avez 5 mm jusqu'à l'angle et 5 mm, vous n'avez plus de paupière. D'où l'intérêt de faire un examen extemporané qui limite le défect cutané. Voilà, alors là, c'est un aspect moins typique du carcinome basocellulaire qui est plus mal limité. Vous voyez ici, on ne retrouve pas l'aspect perlé que je vous ai montré dans les premières diapositives. C'est beaucoup plus dense. Il y a une chute des cils. C'est tout à fait typique d'un carcinome, la chute des cils. Vous voyez ici, là, alors le carcinome est beaucoup plus étendu. On n'a pas de perles, mais on a un aspect beaucoup plus... Et ça, cet aspect est plutôt informatif d'un carcinome sclérodermiforme. Déjà, sur l'aspect macroscopique, on peut déjà se poser la question d'un carcinome sclérodermiforme qui nécessite, pour le coup, une exérèse beaucoup plus étendue parce que le carcinome sclérodermiforme est plus souvent récidivant. Alors, un aspect typique de ces résections transfixiantes, elle a la plaie d'épaisseur. Vous avez ici le plan cutané, vous avez ici le bord libre et en arrière, le plan conjonctival. Ces très belles lames sont dues au service d'ANAPAT technique de PNU et je les trouve très belles. Elles ont toujours été très belles. Là, vous avez donc cette prolifération tumorale d'un carcinome basocellulaire relativement typique, avec des fentes de rétraction. Vous avez le muscle orbiculaire, on est en pleine épaisseur. Donc ici, vous avez le tarse et en arrière, l'épithélium conjonctival. L'exérèse est complète, on les voit de part et d'autre, ça fait environ 2 à 3 mm. Ça, c'est un autre cas. On retrouve en avant le plan cutané, le bord libre, l'aspect de carcinome basocellulaire typique, le muscle orbiculaire, et plus en arrière, la muqueuse conjonctivale qui est indemne et qui est juste démateuse et discrètement inflammatoire. Alors, autre aspect, mais alors celui du carcinome sclérodermiforme, et vous voyez ici, toute l'épaisseur de la paupière est envahie par cette prolifération tumorale. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'elle se localisait au niveau du derme jusqu'à l'orbiculaire. Mais là, vous voyez, toute l'épaisseur du derme, du bord libre jusqu'au versant muqueux est infiltrée par cette prolifération tumorale. Et non seulement cette
tout le plan palpébral est infiltré, mais on retrouve ici la muqueuse conjonctivale et ici le point lacrymal. Eh bien, on a des îlots de cellules tumorales qui sont autour du point lacrymal. D'où l'intérêt aussi de faire cet examen extemporané, parce que si j'avais retrouvé un point lacrymal indemne, eh bien, on se serait arrêté là, tandis que là, ça infiltre le point lacrymal et donc le chirurgien est obligé d'intervenir encore d'une façon plus large, progressivement. Et là, on voit au plus fort grossissement. Là, on est sur l'épithélium du point lacrymal, du canalicule lacrymal, et là, on voit ces petits îlots des petites cellules carcinomateux appartenant à un carcinome sclérodermiforme. Là, sur la diapositive de gauche, on retrouve ce même aspect, mais c'était pour vous montrer au plus fort grossissement. Alors, le diagnostic différentiel, surtout parfois les chirurgiens sont un peu, ne savent pas devant une lésion pigmentée s'il s'agit d'un mélanome ou d'un carcinome basocellulaire pigmenté. Là, on est devant un carcinome basocellulaire pigmenté où on a un relargage de pigments mélaniques que l'on trouve au niveau du derme, qui est repris par des macrophages et on a l'aspect tout à fait typique d'un carcinome basocellulaire nodulaire avec ses fentes de rétraction, pas d'atypie particulière et un aspect basophile tout à fait typique. Alors, parfois, on a des aspects plutôt trabéculaires où il est difficile de faire immédiatement le diagnostic entre un carcinome basocellulaire sclérodermiforme et d'un carcinome épidermoïde. Eh bien, c'est l'étude immunohistochimique qui permet de préciser la nature. Ici, c'est le BEREP4 qui est le plus souvent typique d'un carcinome basocellulaire. Le carcinome in situ, difficile pour le coup de faire un diagnostic en péropératoire. C'est un aspect de carcinome in situ. Vous voyez ici cet aspect un peu croûteux avec cette ulcération centrale. La lésion est plutôt sous le bord libre. Je rappelle que le bord libre est ici. La lésion est plutôt mal limitée. Et en fait, il s'agissait d'un carcinome in situ de type bovénoïde. Parfois, il est difficile de faire la différence entre un carcinome basocellulaire superficiel ou d'un carcinome de Bowen, et c'est l'étude immunohistochimique. Là, c'est un BEREP4 qui signe le carcinome basocellulaire. Alors, le carcinome sébacé, il est beaucoup moins fréquent parce qu'environ, parmi les carcinomes palpébraux, c'est environ 80%. On retrouve des carcinomes basocellulaires, environ 10% ce sont des carcinomes épidermoïdes et dans 2 ou 3% des cas, on a un véritable carcinome sébacé. Et là, pour le coup, les chirurgiens ne savent pas distinguer véritablement entre un carcinome basocellulaire atypique ou une autre forme de carcinome. Et une autre forme de carcinome. Et c'est évidemment l'étude histologique qui permet de faire le diagnostic. Parfois, c'est difficile parce que souvent, au niveau des paupières, le carcinome sébacé se présente sous une forme très peu différenciée. On ne retrouve pas les adipocytes matures et on est devant une lésion très indifférenciée. Vous voyez que cette lésion est un peu particulière parce qu'elle atteint la paupière, mais on retrouve, vous voyez, c'est le versant du bord libre. Le bord libre, c'est au niveau des cils. On a un aspect blanchâtre, ulcéré, très congestif avec ces vaisseaux, mais cette lésion atteint aussi la muqueuse conjonctivale. Donc ils vont faire une résection pentagonale qui enlève l'ensemble de l'épaisseur de la paupière. Et quand c'est possible, l'examen extemporané permet de dire que c'est un carcinome sébacé. Et dans ce cas-là, les recommandations pour compléter la chirurgie n'est plus de 2 mm comme pour un carcinome basocellulaire, mais 5 mm, voire 7 mm, parce que ces lésions sont récidivantes et métastatiques. Donc là, je vous montre à gauche, c'est une lésion, un carcinome sébacé bien différencié, mais c'est rarement le cas dans mon expérience. On a plus souvent le cas de carcinome peu différencié, difficile de diagnostiquer en HE immédiatement. Là, on a un aspect qui quand même évoque le carcinome sébacé parce qu'on a des cellules clarifiées. Et une aide au diagnostic du carcinome sébacé, c'est l'adipophiline, mais elle n'est pas souvent toujours positive. Alors, je vous montre un aspect clinique du carcinome sébacé, que là, à un autre niveau, vous voyez que ce carcinome sébacé que l'on voit ici, un peu blanchâtre, un peu jaunâtre, ça c'est l'aspect typique d'un carcinome sébacé. Il est jaune, comme on pourrait imaginer
parce qu'il est constitué de glandes lipidiques. Et vous voyez que cette lésion eh bien, déborde sur la muqueuse conjonctivale d'une façon qui infiltre progressivement la conjonctive. Donc le chirurgien va être amené à faire une résection complète en emmenant la muqueuse conjonctivale. Et ce qu'on retrouve souvent au niveau de la muqueuse conjonctivale, c'est non pas une lésion tumorale nodulaire comme on voit ici, mal limitée, mais c'est ce qu'on appelle une migration pagétoïde. Je vais vous montrer sur les diapositives suivantes. Ce n'est pas infiltrant, mais c'est l'équivalent d'une lésion in situ au niveau de la muqueuse conjonctivale. Alors, ce que je voulais montrer qui était plus rare en observation, c'est ce que je vous montre ici, c'est l'épithélium muqueux qui est infiltré par cette prolifération tumorale. Elle n'est pas infiltrante, elle est limitée par sa membrane basale. Et on retrouve des atypies et des aspects un peu clarifiés qui authentifient l'extension in situ de ce carcinome sébacé. Et que l'on retrouve ici à l'étude immunohistochimique avec le marquage par la dipophiline. On essaye de différencier lorsque ces carcinomes sont nettement moins différenciés que ce que je vous ai montré par des marqueurs tels que le récepteur aux androgènes, qui est parfois très positif, mais parfois rarement, comme la dipophiline. Il est toujours négatif dans les carcinomes épidermoïdes, parfois légèrement positif dans le carcinome basocellulaire. Et les techniques que l'on demandera devant une tumeur de type carcinome sébacé, c'est la recherche d'instabilité des microsatellites avec l'étude immunohistochimique des protéines, ce que je vais vous montrer sur les diapositives suivantes, avec évidemment une enquête oncogénétique. Vous voyez ici que sur le cas précédent, eh bien, nous avions une expression négative du MLH1 et du PMS2, alors qu'elle était positive pour le MHS2 et le MHS6, qui peuvent s'apparenter donc à une autre lésion de système qui est le syndrome de Muir-Thorne, qui est une génodermatose rare qui associe des adenomes, des carcinomes sébacés, des carcinomes basocellulaires à des cancers viscéraux. Autre aspect clinique de ces tumeurs carcinomateuses palpébrales, comme je vous l'ai dit, qui représentent environ 10% des cas des carcinomes palpébraux, c'est les carcinomes épidermoïdes, où l'on voit ici cette volumineuse tumeur ulcérée qui ne ressemble pas à un carcinome basocellulaire avec ses perles, et que l'on retrouve, c'est souvent plutôt plus délabrant qu'un carcinome basocellulaire, avec une large ulcération, une perte de substance qui occupe l'ensemble de la paupière inférieure et qui, vous voyez, qui arrive jusqu'à l'angle interne, jusqu'à l'angle externe et jusqu'à la vallée des cernes que l'on retrouve ici en bas, d'où la nécessité de faire une exérèse qui là est de 5 mm, donc c'est un défect très important, et les chirurgiens vont procéder à une greffe, ils vont à partir de la paupière supérieure. Donc je vous montre l'aspect histologique pour les anapathes qui ne posent pas de problème, et l'étude immunohistochimique montre que ces carcinomes épidermoïdes, même s'ils ont un aspect un peu basaloïde, bien là expriment le HEMA qui authentifie le carcinome épidermoïde infiltrant. Des lésions fréquentes, c'est la kératose actinique que l'on voit ici. Vous voyez qu'elle est un peu atrophique, rosée, mal limitée. On ne retrouve pas forcément des perles. Elle n'est pas aussi ulcérée que dans un carcinome épidermoïde. Elle est à distance du bord libre. Ils vont faire une réduction qui est la cutanée, qui n'est plus transfixiante puisque la lésion n'occupe pas le bord libre. Elle est à distance. Ils vont faire un prélèvement lamellaire, ce qu'ils appellent un prélèvement lamellaire à 2-3 mm, qui est assez superficiel. Et l'aspect histologique est typique d'une lésion de kératose actinique avec, vous voyez, au niveau des basales et des parabasales, quelques atypies qui restent très profondes, et avec cette kératose que l'on retrouve en surface, et avec un derme typique d'une kératose actinique, avec des plages de dégénérescence lysséinique du collagène et un relargage de pigments mélaniques. La autre forme de kératose actinique, elle était plutôt atrophique au niveau du cas précédent. Et vous voyez ici un aspect plus atypique, où on ne retrouve pas la même lésion. On est au niveau du bord libre.
Ils vont faire une résection, un shaving, parce qu'il y avait un doute sur un carcinome basocellulaire. Et si c'est une kératose, ça ne nécessite pas forcément une résection pentagonale avec un défect de paupières. Donc l'image histologique montre un aspect de kératose là qui est plutôt verruqueuse et plutôt actinique, l'autre étant plutôt préépithéliomateuse, et l'exérèse était complète de part et d'autre. Eh bien, parfois, on a une association de ces deux lésions de kératose actinique que l'on voit ici et d'un carcinome épidermoïde. Donc, à quelques millimètres de distance, une kératose actinique mal limitée, une lésion plutôt mieux limitée. Donc, on peut avoir l'association des deux. On a parfois quelques formes bénignes, alors, mais avec un doute clinique devant ce type de lésion, avec une sorte de lésion cratériforme centrale, un peu boursouflée, qui peut faire penser à un carcinome basocellulaire. Et l'examen histologique montrait qu'il s'agissait d'une lésion papillomateuse avec, là sur ce plan de coupe, on ne retrouve pas le cratère avec ces aspects typiques d'éperon en regard du cratère, et l'exérèse était complète. Autre forme qui est plus typique alors du kératoacanthome, une lésion plutôt exophytique avec un aspect un peu cratériforme au centre. Alors, à la différence des carcinomes basocellulaires, cette lésion conservait des cils, alors que dans le carcinome basocellulaire que je vous ai montré au début, il n'y avait plus de cils. Donc la présence de cils au niveau de cette lésion qui oriente plutôt vers la bénignité. Et là, on a un aspect beaucoup plus typique du kératoacanthome, dont l'exérèse était saine, avec une membrane basale tout à fait bien conservée, avec une orthokératose et une parakératose beaucoup plus importante. Parfois, ils sont troublés par cet aspect pigmenté, on peut l'imaginer. Est-ce qu'il s'agit d'un carcinome basocellulaire tatoué ou pigmenté, ou bien s'agit-il d'un mélanome? Et en fait, il s'agit d'une kératose séboréique pigmentée sans atypie. Et pour finir cette photo terrible, parce que c'est un patient qui présente un xéroderma pigmentosum, qui associe donc tout un tas de lésions histologiques suspectes, voire malignes, qui associent à la fois des carcinomes basocellulaires, des carcinomes épidermoïdes, mais aussi des mélanomes. Et j'ai reçu 2 cas de la Réunion de pièces d'exentération chez un jeune enfant qui présentait à la fois sur ces pièces d'exentération, qui emportent à la fois toutes les paupières, des lésions associées et à distance de quelques millimètres, des carcinomes basocellulaires, épidermoïdes et de mélanomes. Je vous remercie pour votre attention. Merci Marc pour cette très belle présentation. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Ève? Prends celui que tu avais peut-être, oui. Oui, qui est rouge. Je fais des recoupes, un peu une technique de Mohs légère. Évidemment, parce que si on fait la technique de Mohs, ça dure 3 heures, et là, le chirurgien ne va pas être content. Donc, d'abord, je fais le diagnostic en faisant une coupe centrale, et puis progressivement, je prends au niveau des recoupes. Alors, quand il s'agit d'un carcinome basocellulaire nodulaire et médian, ça pose moins de problèmes. Et comme je vous l'ai montré dans les carcinomes sclérodermiformes, qui sont beaucoup plus étendus, beaucoup plus fermes et beaucoup moins typiques à l'examen clinique, eh bien, ils font leur première exérèse. Et puis, progressivement, si je leur dis que la recoupe est infiltrée, ils avancent progressivement pour justement ne pas avoir un défect de toute la paupière. Parce que c'est une chirurgie beaucoup plus importante. Oui, au Christa. Oui, Christa. C'est plus simple au cryostat quand même, hein, parce que le coupe-chou... Alors, l'intérêt aussi, maintenant, on va faire, parce qu'il y a une grosse demande des ophtalmos pour avoir des extampos, pour justement limiter le défect chirurgical, parce que ça demande des reconstructions, parfois chez des sujets âgés qui ne supporteraient pas 2 ou 3 interventions.
Donc, l'idée, c'est que, moi qui ai l'expérience, c'est de commencer à démarrer la télépathologie à distance. Et donc, on est en train de mettre les systèmes en place pour pouvoir avoir un technicien dédié sur place dans les structures où il y a effectivement beaucoup de carcinomes à opérer, et pour ne pas avoir à faire déplacer un anapathe régulièrement. Donc on va avoir des techniciens qui vont être formés pour faire de la télépathologie en extemporané. Oui. C'était une des questions que j'allais te poser, en fait, parce que effectivement, on a vu des lames magnifiques de PNU, mais ça veut dire aujourd'hui que tu travailles à distance. Oui. Et alors, quelle est ton expérience aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en retires? Qu'en penses-tu? Maintenant, ça fait 3-4 ans que je fais de la télépathologie. Pour moi, ça me paraît évident. Je fais ça d'une façon... et pour l'étranger, pour des avis, pour des échanges entre confrères, entre consoeurs. Dr Cotten m'envoie par des lames scannées de conjonctive. Moi, je lui renvoie d'autres lames pour lesquelles j'ai plus de difficultés pour faire un diagnostic. Donc, il y a un échange entre anatomopathologistes et je trouve ça passionnant. Et aussi, on va développer ce qui est en train de... On essaye de le faire depuis... J'ai cette idée de faire une unité d'ophtalmologie qui regroupe la biologie, l'anapath et la radiologie. Donc, je suis en train d'essayer de la mettre en place pour Paris et la région parisienne, où je suis aidé par monsieur Cornevin. Exactement, Nicolas Cornevin. Et on va essayer de mettre en place justement une multitransversalité des différentes spécialités par exemple, pour un patient qui aurait à la fois son examen biologique en ophtalmologie, son examen anapathe et sa radiologie. On est vraiment effectivement dans la transversalité du diagnostic et la digitalisation progressive du diagnostic voulue par Unilab, c'est qu'on commence à mettre en place de façon progressive et rapide, avec des beaux projets comme celui de l'ophtalmo à Paris. Merci Marc, Merci, et bravo Eric. pour cette présentation.